46 ans, Ouais, visage incontournable de la culture hip-hop en France, j'avoue. plus précisément dans le domaine de la danse hip-hop. Précisément, ouais. Tu es le fondateur du groupe Division Alpha. Ouais, avec Stiga. Stiga, et par la suite, les leaders, c'était Simamed et Funky Legs. Voilà, on te connaît en tant que danseur, speaker, Ouais. organisateur, médiateur, conférencier. Tu es un activiste multicasquette, plutôt très actif sur le terrain, il faut le dire. J'essaye. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, tes débuts dans la culture hip-hop, histoire qu'on puisse me baliser le terrain? Ok, début de la culture hip-hop, 1982, à l'initiative de personne, parce que c'était un accident, je me suis cassé le poignet en colonie. On m'a permis de regarder ce qu'on appelait communément des gens qui faisaient des veillées à cette époque-là, donc ils préparaient une chorégraphie sur Michael Jackson. Et moi, comme j'avais rien à faire, je la regardais, mais j'étais pas du tout attiré par la danse. Parmi eux, il y avait un mec qui s'appelait Kenzie qui faisait l'automate pour s'amuser en dehors de la chorégraphie. Et je le regardais, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Je le regardais parce que j'avais que ça à faire en fait. Et puis quand je suis rentré chez moi, j'entendais les musiques de mes vacances. On m'a cassé mon plâtre et j'ai commencé par mimétisme à refaire la chorégraphie de Michael Jackson que j'avais vue en tant qu'enfant. Et tout d'un coup, je me suis mis à faire l'automate et ça a été mes débuts dans le hip-hop. Ensuite, évidemment, 83, Flashdance, mais entre-temps, j'avais été à Beaubourg, j'ai vu pas mal de danseurs, et puis voilà, j'ai compris que peut-être que j'avais un petit truc par rapport à la danse. Et 84, l'explosion avec HIP, HOP, Biscuit, Breaksuite, puis voilà. Paco Rabanne, Terrain Vague de la Chapelle, le Globo, Salé d'Enheim, La Fourche, le Chapelet, Châtelet-Hall, enfin je peux te faire toute l'histoire. Là, actuellement, on est à la Place. C'est un centre culturel dédié à la culture hip-hop à Châtelet. Donc Châtelet, je dirais que c'est le cœur social de la culture danse hip-hop en France, à Paris. Ouais. Et dans ce quartier, tu as joué un rôle important à une époque avec d'autres. Avec d'autres, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer? Au moment où moi j'arrive à Châtelet, j'arrive en 94, j'arrive avec Stiga, mais évidemment, dès les années 80, notamment en 86, avec David Cola et pas mal d'autres, on défiait déjà les gens ici, tu vois. Mais avant nous, c'est la génération de Nico DPCB, tout ça, pour faire une chronologie. Et à partir de 94, quand je reviens, il y a déjà des gens qui sont déjà en place à Châtelet-Hall, dont les Actuelles Forces, et pas mal d'autres, tu vois, qui sont en place, qui s'entraînent parce que ils ont pas vécu la génération de la hype comme moi je l'ai vécu. Ils sont plutôt restés dans les fondamentaux, c'est-à-dire notamment pour eux le b-boying. Et moi, quand j'arrive en 94, j'arrive avec la hype et j'arrive avec le voguing. Donc c'est déjà un combat pour me faire accepter parce que cette génération-là, nous on les regardait pas forcément les b-boys. Et eux, ils ne regardaient pas forcément. Donc du coup, tu as fait face à la controverse. C'était très très difficile. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est que tu as souvent des gens de cette génération, de 94 jusqu'à 2000 et quelques, qui me disent toujours, putain, c'est à cause de toi que Léal s'est parti en couille, c'est de ta faute. Parce que c'est vrai que moi, j'ai ramené cet univers de défi, mais beaucoup plus sauvage. Parce qu'en réalité, quand j'arrive à Châtelet-Hall, entre 94 et 96, c'est les entraînements. Les entraînements, des codes entre ma génération et la nouvelle génération, des codes, tu dois serrer la main à tout le monde, tu peux pas filmer, enfin plein de codes qui s'installent par rapport à Châtelet-Hall. Et moi, tout ce qu'ils voulaient, c'était à un moment donné aller dans le sens de la culture hip-hop. Faire reconnaître mon travail, faire reconnaître mon groupe, créer cet univers que j'avais connu à l'époque du Terrain Vague de la Chapelle, les défis engagés, le côté un peu sauvage, les codes d'initiation pour entrer en division alpha, aller défier quelqu'un dans un groupe pour porter les couleurs, enfin tous ces codes-là avec lesquels j'avais grandi. Et donc pour moi, le premier gros défi à Châtelet-Hall, ça reste Benji contre Deddy et ensuite division alpha Wanted. Ça, c'était vraiment le truc qui a vraiment lancé la machine. Et après, par la suite, j'en ai fait 1 milliard. Sauf que pour cette génération-là, j'étais un leader d'opinion, mais j'étais pas quelqu'un qui parlait devant les gens. J'étais plus sur tous les forums à l'époque et jamais je me serais permis de me mettre au milieu et parler devant les gens. Ça, c'est venu avec la génération de la def. On te voit un peu comme le Highlander, l'historien du mouvement en France. Tu as su rester en synchronisation avec les différentes générations. Ouais, on a essayé. Et ça a fait de toi une sorte de témoin. Ça passe par quel processus? Déjà, ça passe par un processus où il faut savoir se remettre soi-même en question. Parce que le problème, c'est que entre cette génération et la mienne, je peux pas être le héros de cette génération. J'ai pas leur âge, je les fréquente pas. Donc en vérité, si j'apparais dans le paysage
de cette génération, il faut que je sois productif. Faut pas que j'arrive comme un espèce d'ancien, les mecs, respectez-moi, parce qu'en vérité, le respect qu'ils vont te donner, c'est suivant les grands qu'ils ont eu, à savoir s'il y a eu un passage de relais. Donc ils sauront peut-être qui tu es, mais il y a plein, ils sauront pas du tout qui t'es, et puis même qui limite, tu les intéresses même pas. Donc, pour qu'à un moment donné, ces gens-là te crédibilisent et qu'à un moment donné, ils s'intéressent à toi, ben, faut que tu sois actif de plusieurs manières, soit en étant un élément important dans les formats qu'on appelle les battles, c'est-à-dire en étant jury, DJ ou organisateur, soit en étant un média, c'est-à-dire un média, un site, un blog, j'en sais rien moi, ou le Facebook du moment, voilà, où toute la communauté se rejoint là-dedans, soit en étant quelqu'un qui est comme moi, un phénix, c'est-à-dire tout le temps, il se remet toujours en question et qui est toujours porteur, qui est fort en proposition, mais qui les met en place. Parce que je voulais pas être comme plein de gens qui se plaignaient de ce qu'ils voyaient et puis finalement qui créent aucune alternative. Non, moi je suis quelqu'un, il se passe quelque chose, c'est bien, mais moi je peux aussi apporter ma petite pierre à l'édifice. Mais de quelle manière? Parce qu'on est plein à prétendre à ce genre de choses, c'est-à-dire être capable. Tout le monde est capable de faire les choses, mais entre être capable et avoir de la récurrence et puis être un leader d'opinion, c'est-à-dire à un moment donné que les jeunes t'écoutent, c'est pas la même chose. Parce que est-ce qu'ils t'écoutent parce que tu es plus âgé qu'eux ou est-ce qu'ils t'écoutent parce qu'ils te reconnaissent? C'est pas la même chose. Et donc chaque génération, quelque part, fait en sorte de pas faire oublier l'ancienne, mais récuse l'ancienne. C'est-à-dire, c'est nous aujourd'hui qui sommes sur le terre, c'est nous qui dansons, c'est nous qui avons la vérité. Donc toi, si tu veux être encore mieux de tout ça, tu dois être plus actif que ce que tu étais avant. Donc là, ça met clairement en évidence une cassure entre les différentes générations. Bien sûr. Est-ce que tu estimes que cette cassure est flagrante? Mais elle est grave flagrante. Est-ce qu'il y a un vrai fossé? Mais elle est énorme. Elle est énorme pour plein de choses. Parce que déjà, nous on est de Paris, on n'est pas les anciens de tout le monde. Ma génération, on n'est pas les anciens de tout le monde. On a eu quelques élèves, mais à un moment donné, à partir de 95, il y a eu un Big Bang. Donc tout le monde s'est mis à danser, c'est venu de partout, tout le monde s'est remis aux fondamentaux, pop, rock, break, et puis chacun est venu avec son identité, sa région, ses anciens, et chacun avec son histoire. Donc à un moment donné, et puis en plus, il y a personne qui te fera ta place, c'est à toi de la faire. C'est la leitmotiv de la culture hip-hop, c'est-à-dire à un moment donné, se battre artistiquement. Donc tu es là pour dire aux gens, le hip-hop, le message premier, c'est dire qui je suis. Je te propose, regarde qui je suis. Et tu le proposes de diverses façons avec les compétences qui sont adéquates. Maintenant, la réalité, c'est que tu as des générations, à un moment donné, qui sont là, qui sont en passe. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui va te dire « Ouais, putain, j'espère qu'en 2007, je vais pouvoir tourner. » Ouais, mais t'as fait quoi en 2016 ? Est-ce que tu as suffisamment bossé en 2016 pour qu'en 2017, on se rappelle de toi? Parce que c'est toujours ça, en fait. T'es en train de bosser pour cette culture. Après, évidemment, en fonction de ce que tu apportes, il y a des gens qui vont dire que finalement, ce que tu apportes, c'est charmé. Puis d'autres qui vont dire, ouais, c'est bien, tu tues, mais c'est pas terrible en fait. Il y a un mec qui en fait peut-être un peu moins que toi, mais ce qu'il apporte, c'est plus bénéfique pour notre culture. Donc en vérité, il faut toujours savoir te renouveler, il faut toujours savoir te remettre en question. Et puis la génération qui est là aujourd'hui, elle n'a pas fait ses devoirs. Elle te voit arriver dans le game. On lui dit ouais, t'es un mec important. Non mais d'accord, mais moi de aujourd'hui à cette date et à cette heure-ci, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu proposes? Parce que moi aujourd'hui je suis un petit jeune, mais toi t'es là et je suis censé te respecter, d'accord? Mais on va peut-être pas forcément fait toute la panoplie de ce que tu as fait. Donc aujourd'hui tu apportes quoi? Ok, attends. Tu dis la génération actuelle, elle n'a pas fait ses devoirs. Tu veux dire quoi par là? Elle connaît pas l'histoire de la danse. Elle connaît l'histoire de sa danse à elle. C'est-à-dire tu fais du new style avec l'histoire du new style, mais elle connaît pas l'histoire de la culture hip-hop, elle connaît pas l'histoire des autres danses, elle s'intéresse même pas aux autres danses. Elle s'y intéresse parce que des fois, malheureusement, ils sont pris en otage par rapport à des événements. Ils sont obligés d'arriver dans un événement, ils font du break, ils sont obligés de se taper lui debout. Mais ça les saoule. Ils ont peut-être pas forcément envie de se le taper, ils préfèrent rester dans leur communauté. C'est comme quand tu vas au 104, tu as toutes les formes de danse, c'est un bouillon de culture, mais personne ne parle pas avec personne et puis chacun va dans son style de danse. Tu vois, quand tu arrives, tu vas voir toutes les formes de danse, toutes les esthétiques, mais si t'es un b-boy, tu vas directement voir les b-boys. Tu vois ce que je veux dire? C'est un réflexe qu'ils ont, c'est pas un bon réflexe, parce que nous à l'époque de Châtelet, on n'avait pas ces réflexes-là, okay. Mais aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Alors, le jeune, c'est comme une jeune plante. Donc pour s'élever, il a besoin d'un tuteur, ou alors d'une dynamique qui l'emmène dans la bonne direction. Alors c'est vrai qu'on est dans une génération où on a accès à tout, surtout en termes d'information, je te l'accorde. Mais quand tu exposes ça comme ça, j'ai l'impression que c'est eux les premiers fautifs.
Non, c'est pas que la faute elle vient que des jeunes, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont tout, mais en vérité, ils ont rien. Parce que nous, à l'époque, on était chercheurs, on fouinait. Tu vois, on se butait pour avoir une information, on se butait pour avoir une vidéo, on se butait pour avoir un mouvement. On avait des sacro-saints codes qui régissaient cette communauté. Aujourd'hui, en vérité, c'est un petit peu le bazar parce qu'aujourd'hui, chacun, à travers son événement, recrée la culture hip-hop avec sa vision. Le jeune d'aujourd'hui, il a plus besoin de fouiner, il a accès à tout, tellement il a accès à tout, il y va même pas. Tu vois ? Non, mais surtout, pourquoi je te disais ça, c'était pour mettre le doigt sur la question de la transmission. À savoir, est-ce que la génération précédente, elle, a fait ses devoirs en cherchant à créer un lien pour la transition, pour la génération suivante? Parce que après, je suis d'accord qu'on est dans une génération où on a accès à tout. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes, ils ont vraiment besoin de la génération d'avant? Ils ont des tutos pour tout apprendre. Ouais, mais là, ça pose un autre problème. Parce que si le jeune, il a besoin d'apprendre via un autre support, en l'occurrence YouTube, par exemple, ça casse clairement les interactions humaines. Parce que la transmission dans ce domaine-là, c'est surtout et avant tout entre des personnes physiques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont plus besoin. Tu as plusieurs formes. Tu as ceux qui vont aller dans les écoles de formation. Ils vont avoir accès à tous les meilleurs profs de cette génération parce que c'est un travail aujourd'hui. Tu as ceux qui vont se faire leur propre éducation au travers des battles. D'autres parce qu'ils vont aller plus dans l'underground, ils vont être dans la street, c'est les streeters, ils vont se faire leur éducation comme ça. Et puis tu en as d'autres, ils sont autodidactes, c'est-à-dire ils arrivent à un âge où ils sont suffisamment intelligents pour pouvoir traverser tous les labyrinthes de la culture hip-hop et puis se faire leur propre opinion. Et puis en même temps, tu as aussi la littérature. Tu peux aussi acheter. Aujourd'hui, tu as plein de livres qui te racontent de plusieurs formes différentes l'histoire de la culture hip-hop. Mais non, la vérité, c'est qu'il faut aller au contact des gens pour parler avec eux, pour faire un diagnostic sur cette culture, pour poser des questions, pour apprendre, pour théoriser, pour avoir une réflexion par rapport à ce truc-là. Mais ils ne l'ont pas tous. Moi, je suis dans tous les événements. Mais les gens, ils me posent plus des questions sur demain, mais jamais sur hier. Comme s'ils connaissaient tout. Alors du coup, toi qui as eu l'occasion de voyager énormément durant ta carrière, quelle comparaison tu fais avec les scènes étrangères? La comparaison, elle est simple en fait. C'est que la France, on a 35 ans d'histoire, aux États-Unis 43. La France, depuis pas mal d'années, je dirais plus de 20 ans, on est plus ancré dans ce qu'on appelle communément la culture hip-hop. Dans plein d'autres pays, eux, ils sont culture hip-hop, comme la Belgique, les pays de l'Est, ils sont plus culture hip-hop. C'est-à-dire que la plupart des événements où tu vas chez eux, tous les éléments de la culture hip-hop sont ensemble. En France, ils sont segmentés. Donc ça veut dire qu'en vérité, tu as conscience que tous les éléments de la culture hip-hop en France sont présents, mais quelque part, ils ne sont pas unis à aucun moment. Alors que dans la plupart des autres pays, tu vas dans des manifestations, tu as du rap, du grave, du DJing, du beatbox, tu as tous les éléments qui sont ensemble. Donc quand tu arrives dans des vraies manifestations de culture hip-hop. Nous, on fait des battles hip-hop, dans ce qu'on appelle communément des divertissements sociaux, mais on n'est pas dans la pédagogie, c'est-à-dire quand on est dans l'événement, on n'est pas dans la transmission. On fait ni plus ni moins qu'un concours de danse en fait. Parce qu'en réalité, à aucun moment les speakers, on est là pour éduquer le public en face de nous, pour leur faire comprendre dans quel cadre ils sont venus, est-ce que nous, notre communauté et les valeurs, tout ce qui va avec, ce qu'on représente. Il y a quelques événements en France qui représentent plus des événements de culture hip-hop, comme notamment le Battle Vénère, Just for Rockers aussi, je trouve. Et peut-être un ou deux événements, je dirais, l'événement des KLP, je pense aussi à Nantes. Mais il n'y a pas beaucoup d'événements en France qui retranscrivent les valeurs. Et nous, avec le Chili City, mais c'est plus l'underground que la culture hip-hop. Ok. Alors, je te pose une question qui va nous ramener à tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Selon toi, quelles seraient les clés pour maintenir une transition saine entre les différentes générations dans une culture qui est jeune, il faut le dire, mais qui évolue très vite? Les clés, je pense pas qu'il y en ait véritablement. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, elle est freelance et qu'elle n'a pas forcément besoin de ceux d'avant. Maintenant, si tu veux assainir et puis réunir tous ces gens et puis faire table rase du passé, on enlève les égos, les frustrations et toutes les histoires de reconnaissance, presque il faudrait redéfinir la culture hip-hop. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un mode de consommation, de surmédiatisation, de fame, de notoriété, de stars, de tous ces trucs-là.
Que tu as l'impression que dans le hip-hop, tu as ce qu'on appelle les aristocrates et les paysans, tu vois, limite dans cette culture. Donc maintenant, pour avoir un discours uniforme de la part de tout le monde, il faudrait que la génération, parce qu'évidemment, les seuls qui peuvent y arriver, c'est ceux qui sont beaucoup plus âgés, qui sont censés être les sages, surtout par rapport aux âges qu'ils ont, ça sera à eux de montrer le bon exemple. Mais j'y crois pas, ça. Ça reste plutôt utopique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont là avant, je parle de old school et middle school, ils essaient aujourd'hui d'avoir la chance de pouvoir travailler au sein de cette nouvelle génération. C'est déjà pas évident, mais alors pour être le porteur du bon message, comme si c'était des espèces de pasteurs de la génération des droits civiques, bonne chance. Tu vois, c'est un autre combat. Et aujourd'hui, il faut vraiment être un leader d'opinion pour que tout le monde t'écoute. Tu peux très bien être quelqu'un dans le hip-hop qui te considère comme important, donner un rendez-vous à toute cette jeunesse pour essayer d'éveiller une conscience par rapport à la culture hip-hop. C'est même pas sûr que les mecs qui viennent, ils préféreront plutôt aller à un battle. Donc c'est pas évident. Il faut vraiment être un vrai leader d'opinion et puis être récurrent et presque limite être fatigant pour qu'à un moment donné les mecs ils se disent bon vas-y on va aller pour écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'ils vont peut-être vaquer à d'autres occupations beaucoup plus lucratives pour eux. Pas évident. Alors, à rebours de ton image de fouteur de troubles, ouais. Il faut admettre une chose, c'est que tu es un connecteur. Tu connectes les gens, tu fais un travail de reconnaissance intergénérationnelle au-delà des frontières, entre les crews, les pays et tout, notamment à travers différents concepts que tu as pu présenter au fil des années. Et l'un des derniers en date, c'est le Street Voice. Ouais. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche? Le Street Voice, c'est simple, c'est simplement permettre à des gens qu'on croise très souvent dans le milieu d'avoir une autre image que l'image qu'on a d'eux. Parce que tout le monde juge tout le monde. Tout le monde juge et jauge. On est un petit peu les bourreaux des gens, c'est-à-dire qu'en fonction de l'attitude de ce que tu vois en battle, à un moment donné, tu vas dresser une mentalité et un portrait de la personne en face de toi, alors que tu ne vas même pas adresser la parole. Et tu sais pas vraiment ce qu'il pense. Et ça se trouve, dans ta tête, tu vas te dire, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, parce que indirectement, dans ton subconscient, à force de le voir, tu t'es dressé une image de cette personne-là. Mais en l'écoutant parler, finalement, vous êtes d'accord sur tous les points, toi et lui. Mais tu le sais pas. Et puis, en plus de ça, il y a peu de gens qui vont, quelque part, faire le petit pas de souris ou le grand pas d'éléphant pour aller voir cette personne-là et discuter avec cette personne-là. Autrement que parler de battle. Mais tu sais pas l'homme comment il est. Parce qu'il y a le danseur et il y a l'homme. Et tu sais pas ce qu'il fait dans sa vie, tu sais pas de quelle origine il est, tu sais pas par qui il est passé, tu connais pas ses mentors, tu connais pas sa vraie mentalité par rapport au milieu. Donc en fait, vous parlez, vous allez refaire et défaire plus des battles, mais en vérité, si on commence à essayer de voir en profondeur qui il est, t'en sais absolument rien, tu sais même pas de quelle origine il est. Et pourtant, il est à côté de toi. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est à un moment donné, donner la parole aux danseurs, permettre à ces danseurs, à un moment donné, donner leur point de vue par rapport à l'actualité, par rapport à leur parcours, parce que leur parcours, évidemment, sur des croisements, tu peux peut-être te retrouver, et puis finalement, peut-être donner une certaine image, peut-être plus sympathique ou plus antipathique de ce que tu penses. Des fois, tu as l'impression que le mec, il est super sympa, mais en vérité, c'est le plus radical de tous. Et des fois, c'est le contraire. Mais pour ça, il faut donner la parole. Voilà. Un message pour terminer? Le message de fin, Yuval, ça sera un message pour dire à toute cette jeunesse, faites vos études, allez à l'école, dansez pour le kiff. Si vraiment vous êtes vraiment doué, mettez-vous à fond là-dedans. Mais il n'y a pas tant que ça qui sont doués. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, comme si on dirait qu'ils allaient tous rentrer et travailler et puis vivre de la danse. Mais en réalité, il n'y a pas tant que ça. Donc c'est mieux d'avoir un métier à côté. Ça vous rendra beaucoup moins aigri par rapport au milieu. The Message by Yuval. The Message. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous les mecs, excusez-moi. Peace.